Le sujet que nous allons aborder, c'est l'intime conviction. Comment ça marche, ces rouages? Autant de questions auxquelles va répondre Monsieur Claude Pascot, magistrat, conseiller à la Cour d'appel de Poitiers. Monsieur Claude Pascot. Merci d'applaudir. C'est moi, again. Désolé. Enfin, mes jurés me supportent pendant 15 jours d'affilée, vous pouvez bien me supporter pendant une journée et demie. Et je suis content de prendre la parole alors que la nuit est tombée, parce que notre manifestation prend tout son sens. Quand j'étais petit, je préférais aller au cinéma le soir que l'après-midi, et c'est toujours un petit peu resté. Et c'est vrai que quand on m'a sollicité pour intervenir dans un colloque qui s'appelait « La nuit du droit », j'ai trouvé ça un petit peu insolite parce que j'associais pas forcément le droit et la nuit. Mais après tout, je me disais, comme dit le poète, rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie, alors pourquoi pas? Et puis je suis allé plus loin dans ma réflexion et je me suis dit que non, il y a un lien entre le droit et la nuit, parce que la nuit s'invite souvent, notamment dans les sessions d'assises. Et ceux qui ont pratiqué des sessions d'assises, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient avocats ou qu'ils soient jurés, savent ce que c'est que de quitter le palais de justice vers minuit et de s'enfoncer dans la nuit, un petit peu livré à soi-même. Ce sont des moments très très singuliers qu'on n'oublie pas. Et il faut savoir aussi que dans un procès d'assises, la nuit qui précède et la nuit qui suit ne sont jamais des nuits tout à fait tranquilles, c'est des moments aussi assez particuliers. Alors on m'a demandé de parler de l'intime conviction. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être commencer par une petite mise en situation. On va faire une petite simulation pour vous mettre en condition. On va imaginer qu'on n'est pas au conseil régional, le conseil régional, qu'on n'est pas à Poitiers. On va imaginer qu'on est à la cour d'assises de Saintes et que vous êtes tous des jurés de cette cour d'assises. Alors il y a parmi vous beaucoup de juristes, alors je vais vous demander de faire un effort, d'oublier vos métiers, vos connaissances de juristes, pointues pour beaucoup, j'en suis sûr, et d'imaginer que vous êtes gardienne agréée à Surgères, infirmière à l'hôpital de La Rochelle, ou facteur à Rochefort, ou ostréiculteur, j'ai beaucoup d'ostréiculteurs parmi mes jurés en Charente-Maritime. On est en fin de journée, le procès a commencé ce matin, on a entendu l'accusé, on a entendu la partie civile, on a entendu tous les témoins, on a entendu tous les experts, on a entendu l'avocat de la partie civile, on a entendu l'avocat général, on a entendu l'avocat de la défense, j'ai donné la parole à l'accusé en dernier et j'ai déclaré les débats clos. On est prêt à partir délibérer. Et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. La loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés qui composent la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui enferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Vous êtes d'accord, c'est un texte qui en jette quand même, hein. Ça a de l'allure. Hein. C'est un texte qui est magnifique parce qu'il a été écrit encore dans la langue du XVIIIe, et il recèle même un alexandrin parfait. Des moyens par lesquels, hémistiche, ils se sont convaincus. Racine n'aurait pas mieux fait. Donc j'ai beaucoup de plaisir à lire ce texte parce qu'il est beau. Il y a une autre raison pour laquelle j'aime beaucoup lire ce texte, elle est peut-être moins avouable, mais je vous la confesse ce soir, c'est qu'en général, quand je la lis, il est 7h ci à peu près, il est 19h, 20h, il reste encore le délibéré, il reste encore les intérêts civils dans l'hypothèse où l'accusé serait déclaré coupable, mais le plus gros de la journée est quand même passé. Alors ce texte est singulier. Il est singulier, d'abord c'est le seul texte de loi que je connaisse, peut-être en connaîtrez-vous, vous me direz, mais qui se termine par un point d'interrogation. C'est le seul texte que je connaisse qui a ce point mis en scène.
Il est mis en scène pourquoi? Parce que ce texte que je vous ai récité tout à l'heure, c'est l'article 353 du Code de procédure pénale, et c'est une adresse qui est faite par le président au juré, avant qu'on ne se retire pour délibérer. Donc il est mis en scène. Et c'est pour ça que je le répète, ça fait 18 ans que je le répète, c'est pour ça que je finis par le connaître par cœur. Hein. Et en plus, il est affiché dans la salle de délibération, donc c'est quelque chose qui est très présent. Alors, est-ce que ce texte définit l'intime conviction? Pas vraiment. Dans ce texte que je vous ai lu, il n'y a pas véritablement de définition de l'intime conviction. Et l'objet, ce soir, c'est d'essayer de définir les contours de cette notion. Et cette notion, elle est extrêmement difficile à définir. C'est pas grave, je vais couvrir les... Concentrons-nous. Alors, cette notion est extrêmement difficile à définir, et la meilleure preuve. Prenez 10 juges. Demandez-leur de définir ce que c'est que un quasi-contrat, la péremption, une fin de non-recevoir. Je puis vous garantir qu'immédiatement, les 10 juges vont donner, au mot près, la même définition. En revanche, posez-leur la question, définis-moi l'intime conviction. Là, vous allez avoir 3 réactions. D'abord, 3 secondes de silence avec les sourcils froncés. Ensuite, une phrase du style « c'est quand même une notion compliquée à définir ». Mais ça ne fait rien, ils vont quand même se lancer, vous donner une définition, et les définitions vont varier de l'un à l'autre. Donc, c'est une notion, alors que nous, les juristes, on est quand même les pros de la définition. Hein, le code civil en regorge, bon. Et là, ce n'est pas bien défini. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile à définir? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que la formule intime conviction est ce que les linguistes appelleraient un faux ami. Pourquoi? Parce que cette formule emprunte 2 termes au langage ordinaire, hein, l'adjectif intime et le nom commun conviction, alors que, dans le langage ordinaire, ces termes n'ont pas tout à fait le même sens que dans la formule intime conviction au sens de l'article 353. Et je vais vous le prouver. On va prendre ces termes l'un après l'autre. On va commencer par l'adjectif intime. Alors, en droit commun, le type obsédé par son boulot, en langage ordinaire, on sait très bien ce à quoi renvoie la notion d'intime. L'intime, c'est ce que j'ai au fond de moi, c'est mon fort intérieur, c'est, pour rebondir ce que évoquait tout à l'heure M. Chauveau, nos sentiments, nos émotions. Eh bien, on ne peut pas se forger une intime conviction en se fondant justement sur ses émotions. C'est là qu'est le piège du mot intime. Et je vous le prouve en vous lisant l'article 302. 304. L'article 304 du Code de procédure pénale, c'est l'article qui contient la prestation de serment des jurés. Le soir, je lis l'article 353, et le matin, à 9h, après le tirage au sort, je lis l'article 304. L'article 304, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: vous promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Monsieur X, l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la partie civile, de conserver le secret des délibérations jusqu'après votre délibération, et c'est là que ça devient intéressant. Enfin, c'est intéressant ce qui précède aussi, mais ça devient intéressant pour notre débat à nous, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Alors, quand on fait un parallèle entre l'article qu'on lit le matin, 304, et l'article 353, on commence à y voir un peu plus clair. Le matin, on vous dit « vous n'écoutez pas vos sentiments », et le soir, on vous le rappelle en disant « attention, vous devez vous interroger dans la sincérité de votre conscience et vous devez vous demander quelle impression on fait sur votre raison. » Voilà. La raison, ce n'est pas les tripes, ce n'est pas le cœur, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, l'intime est un faux ami. Deuxième terme, conviction.
Dans quelles conditions dit-on dans la vie d'ordinaire « je suis convaincu que ». Je donne un exemple. Je suis au palais, dans mon bureau, un collègue vient me voir, il me dit « Ah ben j'arrive de la machine à café, j'ai observé le comportement de Pierre et de Sophie pendant 10 minutes. Allez voir, je suis convaincu qu'il se passe un truc entre eux. » Bon, voilà. Quand on utilise le mot « conviction » ou « convaincu » dans le langage ordinaire, on fait allusion à quoi ? On fait allusion à quelque chose qui relève de la sensation, de l'impression, quelque chose qui est un petit peu flou, un petit peu intuitif. Alors que l'intime conviction, ça va bien au-delà, parce que l'intime conviction ne doit pas laisser de place au doute. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile de définir l'intime conviction, c'est qu'il y a une espèce de contradiction depuis 2011 dans l'article 353 que je vous ai lu tout à l'heure. Depuis 2011, alors il n'y a peut-être pas que des juristes chez vous, alors je vais essayer, ici, pardon, dans l'amphi, je vais essayer d'expliquer. Avant 2011, on votait sur la culpabilité, l'accusé était coupable, oui ou non, et si une majorité qualifiée était donc retenue, eh bien il était déclaré coupable, c'était oui, à la majorité de 8 voix au moins. Et on s'arrêtait là. Et nos amis belges avaient exactement le même système que nous. Sauf que la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné par des arrêts très connus, que les juristes connaissent, des arrêts qui s'appellent les arrêts Taxquet contre Belgique, a sanctionné la Belgique parce que les décisions de la Cour d'assises n'étaient pas motivées sur la culpabilité. On se contentait juste de dire oui, il est coupable, sans dire pourquoi la Cour l'avait trouvé coupable. Et depuis 2011, on doit motiver les décisions. Si bien que quand on lit ce texte, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés des raisons pour lesquelles ils sont convaincus, c'est plus tout à fait vrai. La meilleure preuve, c'est qu'il a fallu modifier cet article 353 en rajoutant un petit morceau avant, c'est sous réserve de l'obligation de motiver la décision. La loi ne demande pas compte aux juges, etc. Donc il y a une petite contradiction dans cet article 353 qui fait que c'est effectivement difficile de définir l'intime conviction. Mais on va quand même essayer de la définir. Alors, les juristes, quand on ne sait pas définir quelque chose, on a 3 méthodes. Première méthode, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en revanche, on sait ce que ça n'est pas. Donc, première méthode, on va dire ce que n'est pas l'intime conviction. Deuxième méthode, on va remonter dans le temps et on va s'intéresser au contexte dans lequel cette notion est apparue. Et c'est ce contexte qui va nous permettre de donner du sens et de la matière à cette notion. Et puis, troisième méthode, on va éclairer cette notion par les principes, les grands principes juridiques qui s'appliquent à la matière. Et là, vous allez voir qu'on y voit beaucoup plus clair. On va prendre, si vous voulez, ces 3 méthodes. Première méthode, qu'est-ce que l'intime conviction n'est pas ? Alors, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce que ça n'est pas l'intuition, ça n'est pas une vague impression. Et en dépit de la formule « la loi ne demande pas compte au juge », etc., ça n'est pas le fait du prince, ça n'est pas l'arbitraire, ce n'est pas « je fais ce que je veux ». Donc ça, on est tous d'accord pour dire que l'intime conviction, ça n'est pas l'arbitraire. Deuxième méthode, on remonte dans le temps et on se demande à quel moment et dans quel contexte cette notion est apparue. Je suis désolé, il va falloir remonter un petit peu loin, mais ça ne va pas être trop pénible, j'espère. 1670. C'est la grande ordonnance criminelle de Louis XIV. Et cette ordonnance criminelle de Louis XIV, qui était le code de procédure pénale de l'époque en quelque sorte, organisait un système qu'on appelait le régime de la preuve légale. Alors c'était il faut dire que l'œuvre législative de Louis XIV n'était pas particulièrement démocratique et ce système de la preuve légale n'était pas particulièrement. Qu'est-ce que c'était que le système de la preuve légale ? Le système de la preuve légale, c'était un système qui classifiait et hiérarchisait et tarifait les différentes preuves.
il y avait 3 types de preuves. Il y avait la preuve pleine, la preuve semi-pleine et les preuves imparfaites. Alors la preuve pleine par excellence, c'était l'aveu. Quand l'accusé reconnaissait les faits, quand bien même aurait-il reconnu les faits sous la torture, sous la question, ou quand bien même aurait-il reconnu les faits pour couvrir quelqu'un d'autre, eh bien, dès lors que quelqu'un avouait, on avait une preuve pleine et il devait être déclaré coupable. À côté de la preuve pleine, il y avait les preuves semi-pleines. Alors les preuves semi-pleines, c'est un témoignage est une preuve semi-pleine, et 2 témoignages concordants sont 2 semi-pleines qui se complètent et qui font une preuve pleine. Un témoignage pouvait être remplacé par 2 ouï-dire. J'ai pas vu, mais j'ai entendu. Alors, si vous avez un témoignage et 2 ouï-dire concordants, ça vous fait une preuve pleine. Ou 4 ouï-dire. Vous voyez le truc. Et puis, à côté des preuves semi-pleines, il y avait les preuves imparfaites. Dans les preuves imparfaites, il y avait les présomptions et il y avait les indices. Et les indices étaient eux-mêmes hiérarchisés. C'était un truc hyper compliqué. Il y avait les indices manifestes et les indices éloignés. Alors, je ne vais pas plus loin dans les explications. Ça vous ennuierait vite. Et bon. Mais l'idée était la suivante. Le débat devant le juge, à cette époque-là, le juge pénal, c'était on vous soumet un certain nombre de preuves, vous, juge, vous allez les qualifier. Est-ce que c'est une preuve pleine? Est-ce que c'est une semi-pleine? Est-ce qu'on a 2 semi-pleines? Est-ce qu'on a... Bon, on fait l'addition, et de 2 choses l'une. Soit on arrive à une preuve pleine, et dans ce cas, le juge doit déclarer l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, quand bien même serait-il intimement convaincu qu'il est parfaitement innocent. Et le contraire est vrai, c'est-à-dire que si en additionnant toutes les preuves, on n'arrive pas à une preuve pleine, eh bien, le juge doit acquitter, on disait absoudre à l'époque, acquitter, on dira maintenant, l'accusé, quand bien même serait-il convaincu qu'il était coupable. Inutile de s'appesantir sur ce système, vous avez tous compris qu'il était particulièrement absurde. Et ce sont les philosophes Lumière qui, les premiers, se sont érigés contre ce système. Et Voltaire avait une très jolie phrase, il disait « Comment peut-on parler de preuves semi-pleines, de semi-preuves, alors qu'il n'y a pas de semi-vérité ?» Et non seulement le système était absurde, mais surtout les philosophes Lumière se méfiaient beaucoup des juges de l'Ancien Régime. Il y avait beaucoup de méfiance à l'égard des hommes de droit, beaucoup de méfiance à l'égard de l'écrit. Et je crois que c'est Beccaria qui avait dit ça, mais à vérifier, j'en suis presque sûr, mais il disait la chose suivante: le simple bon sens est un guide moins trompeur que tout le savoir d'un juge. Et c'est ainsi qu'on a associé des citoyens jurés, guidés par leur seule conscience et leur raison, pour apprécier les preuves qui étaient soumises à la cour. Vous voyez dans quel contexte c'est arrivé. On est passé de la preuve légale à ce qu'on appelait dans un premier temps la preuve morale, par opposition à la preuve légale, et qui est en fait l'intime conviction. Alors quand vous comprenez maintenant comment ça fonctionnait avant avec ces histoires de preuves semi-pleines, etc., on comprend mieux ce que j'ai lu tout à l'heure, l'article 353, quand on dit il ne vous appartient pas de... Alors attendez, des règles, et voilà, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles il doit faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Ça vient de là. Parce qu'à l'époque, il fallait s'assurer qu'on avait des preuves qui, associées entre elles, permettaient d'avoir une certaine plénitude. Alors, je crois qu'on y voit déjà un petit peu plus clair, par opposition entre les deux systèmes. Et puis, troisième méthode qu'on utilise pour essayer de définir une notion qu'on a du mal à définir, c'est éclairer cette notion à la lumière des grands principes qui gouvernent la matière. Quel est le grand principe qui gouverne la preuve en droit pénal français? C'est la liberté. Et la liberté de la preuve, elle s'entend à tous les stades de la procédure. C'est-à-dire que la preuve est librement constituée, ça concerne le début du processus judiciaire, ça concerne l'enquête et l'instruction,
Ensuite, la preuve est librement discutée. Ça concerne la phase des débats, la phase de l'audience. Et ensuite, la preuve est librement appréciée. Et là, on est en plein dedans. L'intime conviction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce qui se passait avant, on est libre d'apprécier comme on l'entend les éléments de preuve qui nous sont soumis. Alors, on pourrait peut-être définir l'intime conviction à la lumière de cette tentative de démonstration que j'ai faite en 3 temps. L'intime conviction, c'est la possibilité d'apprécier librement les preuves qui nous sont soumises en se gardant bien de se laisser aller à nos émotions. C'est pour ça, tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez tous tout à l'heure, quand j'évoquais des moments dans les salles d'audience où on est un petit peu envahi par l'émotion, on se laisse aller à l'émotion, il faut toujours se ressaisir. Et ensuite, quand on est en délibéré, oublier ce qui nous a marqué, oublier ces photos, oublier les pleurs et essayer de se recentrer sur la raison et la conscience. Alors, on m'a demandé d'intervenir en ma qualité de président d'assises. Alors, je voudrais évoquer son rôle et il est extrêmement important que dans la direction des débats, le président fasse tout pour que chacun, c'est-à-dire lui-même, ses 2 collègues assesseurs et les jurés, 6 ou 9, ça dépend suivant qu'on est en première instance ou en appel, puissent se forger une intime conviction telle que j'ai tenté de la définir. Et pour que cette intime conviction puisse se forger normalement, eh bien, il est essentiel que le président respecte 2 règles cardinales dans un procès d'assises. Première règle, c'est l'impartialité. M. Chauveau en parlait il y a quelques instants. Là, pour impartialité, il n'y a pas de difficulté. Ça a le même sens dans la vie ordinaire, l'impartialité de l'arbitre de foot, que dans un prétoire. Le président doit être impartial. Et deuxième règle, il faut que le président joue à plein le jeu de l'oralité des débats. Alors, un mot sur chacune de ces 2 règles. L'impartialité, tout d'abord. Je l'ai dit, ça c'est très facile à définir. Tout le monde a une idée très précise de ce que c'est que l'impartialité. Et c'est beaucoup plus difficile à respecter qu'à définir. C'est difficile à respecter. Pourquoi? Parce que l'impartialité suppose une vigilance de tous les instants et on a vite fait de céder à la facilité et de tomber dans le piège de l'a priori. Alors, pour me préparer à cette épreuve de tous les instants, qui est celle de l'impartialité pendant le procès. Et le procès, ça dure longtemps, ça dure un minimum 1 journée, mais vous avez des procès qui durent 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 1 semaine, des fois plus encore. Et cette impartialité, elle doit être présente à tous les instants. Alors, pour respecter pendant l'audience cette impartialité, je me suis imposé une règle, elle vaut ce qu'elle vaut, et je vous la confesse aujourd'hui. Alors, si les avocats qui plaideront devant moi, maintenant, ils sauront les dessous des cartes et les coulisses, et j'espère qu'ils n'en abuseront pas. Quand je lis un dossier d'assises, je le lis en fait 2 fois. La première fois, je le lis en me mettant dans la peau de l'avocat de la partie civile et de l'avocat général. En gros, je me mets dans la peau de l'accusateur. Et je me munis d'un stabilo jaune. Vous saurez tout. Et je surligne ce que je surlignerais si j'étais l'avocat général. En plus, j'ai été au parquet, il y a un passif, il n'y a plus de procureur général, non, le parti. J'ai un lourd passif au parquet, mais c'est fini, c'est oublié. Donc je sais faire, quand même.
Puis ensuite, je laisse reposer la pâte, je dis, c'est-à-dire que j'oublie le dossier, je change de matière, je me mets à rédiger un dossier plus technique, on va dire, c'est pas le mot qui me venait à l'esprit, mais plus technique sera plus correct, un dossier comment évaluer les parts sociales d'une société civile immobilière, vous voyez le genre, non, le truc qui vous lave bien la tête. Bon. Et c'est après m'être imposé cet arrêt qui n'a rien à voir avec le pénal et avec ce dossier-là, que je reviens revisiter mon dossier premier. Et là, je suis équipé non pas d'un stabilo jaune, mais d'un stabilo rose. Et le stabilo rose, c'est le stabilo de la défense. Si j'étais l'avocat de la défense, qu'est-ce que je dirais pour défendre ce pauvre bourg? Et voilà. Au début, j'étais un peu inquiet parce que je consommais beaucoup plus de stabilo jaune que de stabilo rose. Bon. Je me disais, tiens, impartial, pas possible. Bon. En même temps, avant qu'un dossier arrive devant la cour d'assises, il y a beaucoup de verrous. Et s'il y avait trop de roses dans le dossier, ça veut dire qu'il ne fallait pas qu'il parte à la cour d'assises, et normalement, ça aurait dû être en non-lieu. Mais cette rigueur, lire le dossier 2 fois, avec un temps de repos entre les deux pour se laver un petit peu des premières impressions, c'est une recette qui, jusqu'à présent, j'espère, oui, marche à peu près, même si je suis bien persuadé qu'on a dû plusieurs fois me prendre en flagrant délit d'impartialité, mais encore une fois, c'est extrêmement difficile. Ça, c'était la première règle. La deuxième règle, c'est la règle de... Tout à l'heure, on m'a fait les gros yeux parce que j'avais dépassé, alors là, je suis vigilant. Bon. La deuxième règle, c'est le principe de l'oralité des débats. On vous en a beaucoup parlé tout à l'heure. Le principe de l'oralité des débats, ça veut dire quoi? Il faut savoir qu'on ne peut se forger une intime conviction que sur ce qui a été dit dans le prétoire. Donc, et matériellement, c'est tout à fait signifié. C'est-à-dire qu'avant que la Cour ne se retire pour délibérer, matériellement, je remets le dossier entre les mains de Madame la greffière. Ça signifie bien ce que ça veut dire. C'est pas juste un geste, voilà, c'est un symbole fort. Ça veut dire, nous, on va partir en délibéré, mais le dossier, il sera là pendant tout le délibéré, sur le bureau de la greffière, personne ne pourra le consulter, contrairement à ce qui se passe en correctionnel, par exemple. Alors, des fois, quand j'entends des avocats en cour d'assises qui diraient « Oh, en délibéré, vous pourrez regarder le dossier, etc. » Bon, il y en a qui le disent. Bon, surtout, il ne faut pas le dire, parce que ce n'est pas vrai. On n'a pas le dossier en délibéré. D'accord? Bon. Et alors, l'oralité des débats, ça signifie quoi? Qu'il faut se fonder uniquement sur ce qui s'est passé dans la salle d'audience. Et toutes les personnes, je pense notamment aux avocats qui sont dans la salle, qui ont lu un dossier criminel et qui ensuite ont été à l'audience, ont tous fait le même constat. Une audience, c'est un happening, et il y a toujours un décalage énorme entre ce que vous avez lu et ce qui va se passer à l'audience. 2 exemples. Un témoignage à l'écrit paraît capital, c'est vraiment très important ce témoignage, et puis le témoin arrive à l'audience, et puis alors son témoignage s'effrite complètement. Au contraire, vous avez un témoin dont vous dites que finalement c'est un témoin très très secondaire, et là, à l'audience, il va s'avérer extrêmement convaincant, et il va apporter des éléments d'information qui vont être essentiels dans le débat. Alors que ceux qui ont lu le dossier ne l'avaient pas perçu comme ça. Il m'arrive aussi souvent de voir un élément dans le dossier qui me paraît capital, et je me rends compte que pendant les 2-3 jours d'audience, finalement, ce dossier, cet élément-là, personne n'en parle trop, et ça passe comme une lettre à la poste. Et au contraire, parfois, un élément qui me paraissait parfaitement anecdotique dans le dossier est âprement discuté de part et d'autre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se focaliser uniquement sur ce qui se passe à l'audience, et il serait extrêmement dangereux que le président qui a lu le dossier se soit forgé une intime conviction avant le début du procès. Parce que ça fausse tout. Et ça fausse tout dans sa façon de diriger les débats. Et il faut que vous sachiez aussi que
sur toutes les personnes qui se retirent pour délibérer, à cause du principe de l'oralité des débats, le président est le seul qui a lu le dossier. Les jurés ne l'ont pas lu, vous en doutez bien. Mais beaucoup de gens pensent que mes collègues ont lu le dossier. Mais non, ils ne le lisent pas. Et quand bien même, pour respecter le principe de l'oralité des débats. Et ne croyez pas qu'ils ne lisaient pas parce qu'ils pourraient dire « bon, j'ai trop de boulot, on te fait confiance ». C'est pas ça. Quand bien même mes collègues assesseurs demanderaient à lire le dossier, bon, je vous rassure, ils ne le font jamais, je ne pourrais pas leur donner parce que ça serait contraire au principe de l'oralité des débats. Alors ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que l'exercice pour le président d'assises est extrêmement compliqué, parce qu'il faut qu'il s'imprègne à fond de ce dossier, parce que comment présider une session d'assises, comment animer les débats sans connaître la teneur précise d'un dossier ? Et en même temps qu'il doit bien le connaître, il doit s'empresser de tout oublier. Le matin du procès, alors c'est mon rituel, alors comme je suis aux assises de Saintes, je suis à l'hôtel, je prends un petit déjeuner très copieux, et ce petit déjeuner, il est consacré à vider ma tête de tout ce que j'ai lu pour essayer d'arriver le plus vierge possible au procès. Et l'idée, c'est finalement de pouvoir se laisser aller, pouvoir s'abandonner à l'audience, et le président doit laisser au parti la possibilité de le convaincre. Et s'il arrive avec des idées trop arrêtées, c'est juste pas possible. Alors, il faut savoir que quand on s'interroge sur la difficulté de cette fonction de président d'assises, quand on est jeune président, on se focalise toujours sur des détails, c'est sur la procédure. Est-ce que j'ai pas oublié de faire prêter serment ? Est-ce que c'est un témoin reprochable ou est-ce que c'est pas un témoin reprochable ? Il doit prêter serment ou pas ? Est-ce que j'ai pas oublié de réouvrir la porte parce qu'on était à huis clos, mais l'arrêt incident est rendu en audience publique ? Enfin, un tas de choses très très compliquées. On se focalise là-dessus, mais le plus dur, c'est pas ça. Parce que ça, finalement, tout est écrit dans les bouquins. On a tous un manuel de praticien des cours d'assises. Toutes les réponses sont là. Et ça, finalement, au bout de quelques sessions, c'est des automatismes qu'on acquiert. Le plus difficile, et ça demande des années d'expérience, et je me demande même si un jour on arrive à l'acquérir définitivement, c'est justement ça. C'est s'imprégner d'un dossier et l'oublier aussitôt pour pouvoir se laisser abandonner, être ouvert à tout ce qui peut se passer à l'audience. Surtout ne pas arriver avec des idées préconçues. Voilà, parce que tout est orienté, les questions qu'on pose, etc. Et ça, c'est très difficile. Voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai été plus discipliné que tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu, ou si je vous ai intimement convaincu. J'espère simplement que je ne vous ai pas passablement ennuyé. Voilà. Certes non, et quand la passion est là, il est vrai que ça ne me dérangerait pas de déborder un peu, mais c'est Madame Anne-Laure Girard qui, elle, me tirait les oreilles, bien entendu. En tout cas, merci encore. On peut encore applaudir cette intime conviction par Monsieur le magistrat. Est-ce qu'il y a des questions ? Et là, c'est sûr qu'il y en a. Moi, j'en ai, sinon. mais il y a des questions, c'est sûr. Non, il y a des questions. On n'a pas eu de questions. D'abord, super sympa. Il y a vraiment du monde. On s'attendait. Alors, il y a plein d'endroits où il y a peut-être un peu moins de monde, mais ça viendra. Vous verrez que dans 2, 3, 4 nuits du droit, eh bien, vous verrez, il y aura du monde partout en France. Et ça, c'est génial. On disait cet après-midi lors du colloque que finalement, la justice manquait de droit, d'argent. Eh bien, ça va venir si et seulement si on développe tout ça. À vous. S'il n'y a pas de questions. Oui, voilà, ça y est. Ah, je l'ai. Ma question. Faites-moi penser à vous donner un conseil de lecture tout à l'heure. Ça serait dommage que de... Bonsoir. Alors, je ne suis pas du tout juriste. Donc, vous nous avez bien expliqué pourquoi c'était un faux ami. Mais alors, pourquoi on a appelé ça intime conviction ? Ça, je ne sais pas, la faute à qui. D'abord, là, il faudrait un linguiste, peut-être. Oui, il faudrait peut-être un linguiste, un philologue. Je crois que c'est ça qu'on a, c'est comme ça, un philologue. Alors, la première appellation, c'était justement pas intime conviction. C'était la preuve morale. Ceci dit, des faux amis, il y en a quand même d'autres. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas juriste. Si je vous dis que vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous allez dire, mais non, je n'ai pas un immeuble, j'ai juste un petit appartement, ou un grand, ou une maison, enfin, je ne sais pas, je ne vais pas me... bon, alors que pour nous, un immeuble, c'est, voilà,
un terrain non bâti est un immeuble. Hein. Donc je crois que ça fait partie de ces petits hiatus qu'il peut y avoir parfois. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'œuvre législative de Louis XIV, qui n'était pas un grand démocrate, et je parlais de cette ordonnance de 1670, la grande ordonnance criminelle. Et quand je dis qu'il n'est pas un grand démocrate, c'est quand même Louis XIV qui est à l'origine du Code noir sur l'esclavage. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et j'en profite, c'est tout à fait en marge de l'intime conviction, mais tout à l'heure j'y pensais avec l'ordonnance, n'hésitez pas à lire l'histoire de l'esclave Furcy. Furcy, F-U-R-C-Y. Alors ça a été écrit par un journaliste qui s'appelle Mohamed Assiaoui, qui a acheté aux enchères un carton dans lequel il y avait des actes d'un procès d'affranchissement. Et il a mis en orchestre cette histoire, il en a écrit quelque chose qui se lit, mais comme un roman, vous ne le lâchez pas. Et vous avez dedans des extraits du Code noir, et je vous recommande vivement, c'est sorti en poche, maintenant ça doit coûter 5 ou 6 euros, n'hésitez pas à le lire. Voilà, je ferme la parenthèse. Elle était très importante, hein. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, eh bien, nous allons encore une fois vous remercier. Merci beaucoup.